Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce live un peu spécial. Oui, ce sont les aléas du direct effectivement. Arnaud. Pour ce live un peu spécial, vu que c'est un live a posteriori sur la journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui était le 28 mai. Donc c'est un live un peu spécifique où on va parler de santé menstruelle, de précarité, aussi de précarité menstruelle qui est quelque chose d'assez réel dans le monde. Et on a une invitée en la personne d'Audrey Simon. Bonjour Audrey, qui est une femme activiste et active dans toute cette lutte. Alors, comme d'habitude, je représente ici le planning familial Ourthe-en-Blève, qui est un centre de planning familial dans la province de Liège. On fait un live tous les mois, le premier mercredi du mois, et on espère apprendre, sensibiliser à tout ce qui touche à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est un peu notre gagne-pain et c'est ce dans quoi on est spécialisé. Alors on essaye d'apprendre le plus possible, mais on n'est pas des experts omniscients et omnipotents, donc on peut se tromper de temps en temps et on peut faire quelques petites approximations, ça arrive, et quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Et donc je vais un peu laisser la place à Audrey qui va pouvoir se présenter. Alors je ne sais pas si je vous vois aussi, je te tutoie Audrey. Oh, moi ça peut tutoyer. Hein. Ça va, ça me rend, je trouve que c'est un peu plus simple. Et voilà, alors toi Audrey, tu es membre d'un de nos partenaires pour l'action qu'on va présenter par rapport à la précarité menstruelle. Tu es partenaire. Tu es présente dans Femmes en milieu rural de Durbouy. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est? C'est la, si on prend le dessus, c'est la CRF, donc la régionale, et on a une locale de femmes en milieu rural à Durbouy, qui est un groupe, comme ça se dit, de femmes qui, si au départ c'était pour se retrouver et avoir des moments le moins mixte possible, tout en acceptant les hommes, mais voilà, dans les faits, aucun ne s'est encore présenté à notre porte, donc c'était entre femmes. Et après, on est rentré de plus en plus dans une militance, moi j'ai envie de dire douce. Voilà, donc les thèmes nous tiennent à cœur et on les défend. Mais je vais dire, c'est vrai qu'on a par exemple, on est sur un jardin partagé, et de montrer que manger sainement, c'est pas nécessairement il n'y a pas besoin d'être riche et d'être agriculteur universitaire pour manger sainement. Voilà, donc on lutte contre la précarité menstruelle et en général la précarité hygiénique. En général, encore une fois, plus précisément pour les femmes. Qu'est-ce qu'il y a encore, on a aussi certains sujets sur le sexisme et sur le harcèlement. Donc voilà, et on se regroupe selon les agendas et les affinités des sujets. Donc dans la région de Durbouy, j'ai envie de dire, on pourrait dire la commune, parce que pour le moment, effectivement, on est on est basé quasi toutes principalement sur Barvaux, où avant on avait un poids du planning familial. Ah oui, malheureusement. Voilà, et qu'on espère récupérer un jour, ou du moins une antenne, on espère. Ça voilà, ce sont des discussions entre la direction et la commune. Oui, c'est les aléas qui font que ça, oui. Clairement. Et vous êtes combien alors dans Femmes en milieu rural Durbouy environ? Pour le moment, en tant que membre et participante plus ou moins régulière, on est une petite dizaine et on ne monte qu'à grandir. Super. Alors le seul truc, c'est que à mon avis, si tu utilises Twitch en même temps pour voir le chat, on ne voit plus ta vidéo. Je pense que c'était pour ça. Donc si j'ai un message qui te vient, je suis sur
Je suis sur Zoom aussi. Tu es sur Zoom aussi? Mais en fait, Zoom fonctionne, mais je pense que si tu as le chat de Twitch en face de toi, ton téléphone n'utilise plus la caméra. Je pense qu'il y a un ordre de priorité. Voilà. Désolé. Là, il doit l'utiliser. Ouais, là, on te voit. Ok, d'accord. Et donc, nous, en fait, nous, le planning, on a été sollicité par Femmes en milieu rural d'Urbui pour justement pouvoir présenter une espèce de petite boîte à dons pour que les femmes puissent, pour que n'importe qui en fait puisse déposer des protections menstruelles, et comme ça nous on les remet dans des petites trousses qui sont données, je ne sais plus si c'est Bruxelles ou si c'est Femmes en milieu rural qui donne ces trousses là, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, nous on a ce petit stand là et c'est l'action qu'on avait proposée avec Femmes en milieu rural, et tu es aussi, si je ne m'abuse, présidente de la boîte à dons de d'Urbui. Où, oui, donc de la tu t'en occupes. C'est ça. Qui fait surtout donc qui est une boîte à dons. Donc vous venez à l'ancienne piscine, l'ancien laser game à Barbeau, sur Ourthe, où les gens viennent déposer ceux qui n'ont plus besoin, ceux qui n'ont plus envie, ceux qui traînent chez eux peut-être depuis des mois et tout, et qui par contre peuvent venir aussi chercher tout ce qui les intéresse, ce qu'ils ont besoin et tout. Et on fait aussi des récoltes alimentaires et hygiéniques. Et alors, c'est justement sur ces récoltes hygiéniques que qu'on a contacté Bruxelles pour être le futur poids de coordination de la province du Luxembourg. Et là, donc, Femmes en milieu rural est venue rejoindre parce qu'effectivement, voilà, l'hygiène féminine était un de leurs combats. Et alors, ce que tu racontes, c'est le fait qu'il y a plusieurs points de collecte en Belgique. J'ai envie de dire, voilà, sur le site Bruxelles, il y a moyen d'avoir des collectes. Alors, les collectes Bruxelles, ce sont uniquement les serviettes hygiéniques individuelles pour raison d'hygiène et de facilité de redistribution à un plus grand public, et tandis que nous acceptons aussi les autres, mais là qui sont, je l'expliquerai peut-être plus tard, qui sont distribués à des publics plus visés justement pour les risques hygiéniques et de santé qu'il y a. Et alors, les trousses sont faites par des bénévoles dans la région et par tout qui veut en faire, parce que c'est du tissu de récupération, de façon à ce qu'elles soient les plus neutres et pas du tout commerciales possible. Et alors, donc, on va les remplir. Et alors après, on cherche aussi des poids de redistribution. Mais dans les poids de redistribution, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une certaine éducation permanente. Donc, ce n'est pas un don pour un don, c'est un don en essayant d'expliquer, de voir comment les personnes peuvent améliorer leur hygiène et peuvent améliorer leur accès à une hygiène menstruelle digne de ce nom. Ouais. Donc nous en tant que planning, au final, on est clairement là-dedans, ce qui est pas mal. On peut apporter un peu une éducation par rapport à ça. Super. Et donc Bruxelles, si je ne m'abuse, elles sont basées à Bruxelles au départ, et ça va. Il et elle essayent de s'étendre, c'est ça? Elles sont déjà bien étendues en Wallonie. Maintenant, sérieusement, je ne m'intéresse pas trop. Je ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui est Bruxelles et région flamande, parce que Bruxelles, c'est Z majuscule justement pour le Z néerlandais, pour inclure toute la Belgique, toutes les régions. Okay. Mais en Wallonie, elles le sont déjà maintenant. Et ça ne m'appartient, les dires ne m'appartiennent qu'à moi. Elles le sont surtout dans les grandes villes où la précarité est plus, je ne dirais peut-être pas plus grande, mais plus visible, parce que voilà, le SDF est plus visible à Liège et à Charleroi qu'en plein milieu d'Urbui. Ça, c'est un fait. Et donc, effectivement, dans le Luxembourg, je veux dire, si on va voir, il n'y a pas beaucoup de poids. Et voilà, c'est là que le bas, là, c'est un peu plus en campagne, et elles essayent aussi de se développer, parce que la précarité menstruelle ne touche pas que les SDF et que les grandes villes. Mais non. J'ai vu justement que on parle de grandes villes, il y a le planning La Passerelle à Mons qui est devenu partenaire de Bruxelles. Donc je pense à mon avis que tous les plannings vont commencer à peut-être être contactés ou devenir de plus en plus partenaires.
Donc c'est très très bien tout ça. Alors justement, parlons de cette journée, hein, de cette journée de l'hygiène menstruelle. Alors j'avais une collègue qui me disait que au final, hygiène, peut-être que le mot était pas hyper emballant. Je sais pas toi, mais en tout cas, on préfère peut-être parler de santé menstruelle parce que l'hygiène menstruelle, je trouve que ça fait un peu, c'est comme si ça faisait référence à quelque chose de sale, alors que c'est quelque chose somme toute de très naturel. Bon là, on est dans on est vraiment dans les questions sur la forme, mais je trouvais que c'était quand même pertinent. En tout cas... Moi, je suis d'accord avec toi, mais pas sur le même sens. Vas-y, dis-moi. Donc, moi, je vais dire hygiène, pour moi, c'est... Oui, en guillemets, c'est sale, ou du moins, ça peut salir. Donc, ça me... Je vais dire, en guillemets, ça ne me dérange pas. Ce qui me plaît mieux dans le mot santé, c'est le fait que l'hygiène menstruelle, pour moi, c'est vraiment que le fait de mettre une bande hygiénique ou de ne pas en mettre, ou de ne pas savoir en mettre. Tandis que si tu mets santé, tu regroupes aussi ce que ça peut provoquer à long terme et tu envisages d'inclure dedans l'accessibilité à la gynécologie, aux soins plus médicaux, j'ai envie de dire. Et ça me plaît mieux le mot santé, effectivement, mais plus sur le fait que ça englobe plus que simplement le mot hygiène. Puis l'éducation aussi, hein, l'éducation qu'on peut mettre dans la santé, je pense, enfin voilà, je trouvais que le terme était un peu mieux. Non Arnaud, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci parce que le nom officiel, j'ai Arnaud qui me demande, j'aurais pas dû le formuler comme ça sur Facebook, mais c'est le nom officiel de la journée mondiale, donc t'inquiète pas Arnaud, c'est très juste. Alors, donc c'est une journée qui remonte à 2014 et donc son but, je le dis ici sur le site des Nations Unies, était de rompre le silence et à diffuser l'information pour permettre à la communauté en général et à la communauté scolaire en particulier de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène, donc de la santé menstruelle. Et je trouvais que c'était assez sympa que ce soit le 28 mai. Parce que en fait, le choix du jour, c'est le 28e du mois, donc qui a été pensé par rapport à la durée moyenne d'un cycle menstruel, et le mois de mai, quant à lui, le 5e de l'année, soit le nombre de jours moyen de la durée des règles, ce que je trouvais 28 du 5 très bien pensé. Et donc en fait la journée mondiale de l'hygiène menstruelle essaye de sensibiliser les personnes à ce problème qu'on appelle de la précarité menstruelle. Alors qu'est-ce que c'est la précarité menstruelle? Pour les viewers qui ne sauraient peut-être pas, faut pas oublier que dans le monde il y a environ on estime, en tout cas en 2019, qu'il y ait 500 millions de personnes qui aient peu ou pas accès à des moyens à avoir une bonne hygiène menstruelle, justement. Et 500 millions, c'est énorme. On peut penser aux pays en voie de développement, mais on verra plus tard que l'air de rien, dans nos pays occidentaux, on a aussi ce genre de problème, hein, notamment les personnes sans abri, les étudiantes aussi, où ça peut être plutôt compliqué. Et historiquement, en fait, le problème de cette précarité menstruelle, ça a quand même ça vient d'une vision du sang, des règles qui est vu comme sale ou pas hygiénique, justement dans ça beaucoup de cultures, et malheureusement c'est quand même toujours quelque chose qui reste ancré dans beaucoup de cultures, et même chez nous, hein, l'air de rien. Alors je sais pas si tu sais Audrey, mais dans certains pays en voie de développement, on peut envoyer carrément les femmes dans des huttes menstruelles, en fait. Donc qui sont des huttes où les femmes doivent rester parce que elles pourraient potentiellement soit contaminer la nourriture, soit être un danger de santé pour les hommes et les autres personnes. Donc ça c'est quand même là c'est quand même assez grave. Les règles c'est sale, ben oui Arnaud, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, alors que c'est quelque chose de très de naturel, hein, tout simplement.
Et aussi l'arrivée des règles dans les pays en voie de développement, ça peut amener justement donc l'arrivée des règles, donc l'entrée dans la puberté, ça peut amener tous les problèmes de mariage forcé, en fait, le mariage d'enfants forcés. Il y avait un petit, j'avais une petite phrase ici. Ah mince, je ne l'ai plus, elle est sur mon site. Elle est sur mon site. Enfin, en tout cas, qu'il y avait une fille en Afrique qui disait que voilà, à 13 ans, j'ai eu mes règles et mon père m'a dit, bah écoute, on va te marier de force. Et ça, bon, c'est quand même assez hard. Et on pense aussi à la déscolarisation, l'air de rien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des filles, dès qu'elles ont leurs règles, qui manquent en fait l'école. Donc dans ce genre, donc dans les pays en voie de développement, les enfants sont déjà de base déscolarisés. Et en plus, les filles peuvent perdre des jours d'école parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles n'ont pas de protection adéquate et qu'elles doivent faire avec ce qu'elles ont sous la main, ou alors elles ratent l'école. Et donc c'est encore un problème. Il y a déjà de la déscolarisation et en plus, elle est encore plus appuyée à cause de ce problème-là. Donc ça, clairement, il y a vraiment un problème de précarité menstruelle dans le monde. On parle surtout de pays en voie de développement, mais chez nous, il y en a aussi, n'est-ce pas Audrey? Je pense que toi, comment dire, tu as été confronté à ça dans ton travail au petit don de pétillon. Oui, bah on est confronté, je veux dire tout le temps, enfin souvent, du moins à la précarité, parce que si même notre SBL a un côté écologique et où on peut s'imaginer, et on les voit arriver justement, cette mixité avec des gens, j'aurais envie de stéréotyper en utilisant le mot bobo, mais je vais dire voilà, avec le côté écologique qu'on veut montrer à la réutilisation, il y a beaucoup de précarité, et cette précarité est là. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle est encore cachée, quoi. Voilà, quand on dit les règles c'est sale, oui, mais les règles on n'en parle pas non plus. On ne doit pas en parler, ça se fait pas. Et je vais dire donc, le problème est que les gens, nous ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont les moyens de donner n'osent pas donner parce que ça ne se fait pas, que c'est quelque chose de personnel. Mais d'un autre côté, voilà, celles qui en auraient besoin ne viennent pas prendre parce qu'il y a encore cette couche de honte. Et puis, bah, effectivement, ce qu'on entend beaucoup, c'est aussi, de toute façon, j'aurai toujours les moyens d'utiliser ce que j'ai sous la main. Et, voilà, moi quand je t'entends parler de déscolarisation, la déscolarisation, on l'a ici, parce qu'une gamine qui sait que quand elle va devoir aller aux toilettes, on ne voudra pas et tout, bah, elle restera chez elle, ou elle restera plus longtemps sur le temps de midi et elle brossera l'heure, elle ira peut-être pas, elle brossera gym au lieu de dire au prof j'ai mes règles et j'y vais pas. Donc oui, la précarité, elle est ici. Je ne fais que rajouter ces remarques par rapport aux gens qui déjà, bah, ceux qui restent chez eux et qui utilisent tous les moyens, tous les systèmes D et comme je disais tout à l'heure, tous les SDF qui sont dans la rue et que ceux-là, qui sont plus visibles. Maintenant, pendant que je parle, je me rends compte aussi que le fait peut-être d'être plus visibles, ils sont peut-être plus aidés aussi par d'autres associations. Et là, voilà, je n'en crois pas d'interrogation parce que l'aide menstruelle est récente. Ouais, c'est quelque chose dont on ne... Ben moi, en fait, avant de travailler en planning, d'avoir fait mon stage et tout ça, jamais entendu parler, quoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pas médiatisé, qui est un peu tabou. En fait, on a les pubs pour les tampons tout blancs, on a les pubs, enfin voilà, à part ça, on n'en parle pas vraiment. Les règles sont bleues, on le sait. Oui, c'est ça, c'est toujours le tabou du sang rouge, et ouais, voilà, tous les vêtements sont toujours blancs dans ces pubs-là, les règles sont bleues, enfin le produit est bleu, ouais, clairement, on sent qu'il y a encore du chemin par rapport à ça, et effectivement, j'avais pas nécessairement pensé, et ça c'est vrai que c'est logique, merci de me rappeler qu'il y a des filles, l'air de rien, qui
qui ratent des cours même ici, et que ce n'est pas seulement une affaire de pays en voie de développement. Voilà, quoi. J'ose pas aller au cours parce que je sais que je ne saurais pas me changer le nombre de fois que je dois me changer, donc je vais pas au cours pour pas avoir la honte, ou j'y vais juste le temps de la première bande hygiénique. Je veux dire, voilà quoi. Et bon, il y a encore certains éducateurs et certains systèmes scolaires qu'il faudrait un peu apprendre, parce que j'ai envie de dire que voilà, moi je prends le cas personnel, ma fille est en première secondaire, j'ai regardé les règles, j'ai regardé le système quand on leur apprend rien. Moi j'ai encore vu qu'il était mis, oui, la femme perd du sang, point à la ligne, on passe étape suivante. Ouais. Mais c'est justement... Voilà, en 2021, en première secondaire, clac. Et c'est justement pour ça que nous, par exemple, on est demandé dans les PSE, je sais plus c'est quoi l'acronyme de ça, pour faire des animations puberté en fait. Mais je trouve qu'on n'en fait pas nécessairement assez, quoi. Parce que là, voilà, on explique les règles, on explique ce que c'est, on explique que c'est naturel. PSE, promotion de la santé à l'école, merci Arnaud, je ne retombais pas dessus. Ouais. Et donc ça, on fait ces animations-là, mais clairement, il ne faut pas oublier que dans tout son parcours scolaire, les animations puberté, il y en a déjà moins que d'autres, et que dans tout un parcours scolaire, il y a un élève sur 5 qui n'aura jamais entendu parler de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc on en est encore loin d'avoir touché tous les élèves et de les avoir tous touchés efficacement, j'ai envie de dire. Et oui, effectivement, nos pays, l'air de rien, en Belgique, on estime qu'il y a environ 10% des personnes qui sont en état de privation matérielle, et donc c'est ce genre de personnes, donc quand même 1/10 de la population, qui doit faire des choix sur d'autres choses. Et comme tu me disais avant, Audrey, dans une autre réunion, c'est vrai que voilà, peut-être que les protections hygiéniques viennent après manger, par exemple. C'est peut-être des trucs qui viennent dans les, je vais dire, dernières priorités d'une personne précarisée, bien que c'en soit une. Ah, mais je me dirais qu'une chose, c'est j'enlève le peut-être. Il n'y a rien à faire. C'est je mange d'abord, c'est mes enfants d'abord, et j'ai envie de dire que même s'il y a une fille, c'est pour l'utilisation de la fille, et puis je m'en rends, et puis surtout je n'y fais attention que quand ça devient un problème médical plus ou moins important, et pour lesquels où j'ai les moyens, ou du moins est gratuit. Et là, je pense effectivement aux plannings familiaux et aux maisons médicales et au système d'urgence des hôpitaux. Donc, je veux dire, quand il est bien trop tard. Et le problème, c'est que des fois, c'est un cercle vicieux, parce que si le planning ou la maison médicale ou l'hôpital m'a soigné et que je vais mieux, je vais pas les réutiliser. Je vais pas me dire, je vais y aller. Non, je vais continuer à d'abord manger, d'abord mes enfants, et puis retourner à l'hôpital. Et puis voilà, et cette précarité-là, elle se voit effectivement dans la santé à beaucoup d'échelons. Et je pense que l'échelon gynécologique n'est pas encore aussi le premier qui est pris. Je vais dire, je vais peut-être aller certainement chez le dentiste avant. Donc ouais. il y aura encore, même dans le médical, il y aura encore des médecins qui passeront avant le gynécologue. Ouais, ok. Ben oui, ça se comprend totalement. Ça se comprend, et dans un certain sens, ça ne devrait... idéalement, ça ne devrait pas arriver. Et par rapport à ça, toi, voilà, en tant que... Oui, j'oubliais de parler, mais toi, tu étais membre aussi de... Mince. Il faut que je retrouve ça dans tous mes onglets. Ah mais je ne retrouve pas. Il n'y avait pas une autre institution dans laquelle tu militais, que tu étais militante? Oh oui, mais une. C'était qu'une. Ouais. Non, j'ai envie de dire que s'il faut plusieurs. Mais je citerai certainement le réseau wallon de oui, la pauvreté. Voilà, c'est et ça. Je vais dire, pour faire un peu, je ne vais pas dire la pub, mais je vais dire le miroir vagabond dans notre coin, en éducation permanente, pas du moins le côté éducation permanente du miroir vagabond. Et je vais dire, voilà, le réseau wallon est aussi aux différents, et souvent amené à côtoyer les pouvoirs publics et politiques qui s'occupent de précarité. Et comme je dis, pour le moment, quand même, soyons heureux d'avoir une ancienne, si je ne me trompe pas, mais du moins travailleuse, importante dans CPS, à la précarité avec Madame Lalieu.
Et justement, le réseau va à plusieurs reprises taper du poids pour essayer d'avoir... Le mieux serait la gratuité totale. Maintenant, si on arrive déjà à l'avoir dans les écoles et dans plus en plus de lieux, voilà quoi, rappelons-nous qu'il y a encore peu, la TVA était à 21%, au même titre que les objets de luxe. Ouais, je voulais en reparler plus tard, mais on peut en parler maintenant de cette fameuse taxe, on l'appelait la taxe rose. Donc, comme tu dis, les protections hygiéniques, enfin les protections menstruelles plutôt, étaient taxées à 21%, comme les produits de luxe, comme tu dis, ce qui est... pour moi, ce qui dépasse vraiment l'entendement, et je te rejoins dans le fait que pour moi, ça devrait être gratuit, très clairement. C'est quelque chose qui touche tellement de personnes, qui est de l'ordre de la santé mondiale, de la santé publique. Ça devrait être gratuit, je trouve. Et d'ailleurs, en Europe, ça, on en a parlé, hein, on en a parlé dans les journaux, mais je trouvais que c'était quand même assez génial qu'en Écosse, le gouvernement écossais devra désormais permettre à quiconque ayant besoin de tampons ou de serviettes hygiéniques partout en Écosse à les obtenir gratuitement. Alors c'est passé en novembre 2020, je pense, si je ne m'abuse. Et donc les écoles, lycées et universités devront mettre à disposition gratuitement une gamme de protection périodique dans leurs toilettes. Le gouvernement écossais pourra aussi obliger des organismes publics à fournir gratuitement ces produits. Et je pense que peut-être par exemple, en tout cas si ça arrivait chez nous en Belgique, que ce serait pas mal que nous, dans les plannings familiaux, on soit habilités à distribuer à distribuer ces protections menstruelles. Et peut-être que toi aussi, au petit don de Pétillon, ce serait quelque chose qui pourrait se faire. Vraiment dans tout endroit. Oui, mais clairement. Voilà, que ce soit public dans le sens autorité publique et tout, parce que bon, voilà, je veux dire, je peux parler de tout, mais effectivement, le maximum d'endroits, moi, ce qui me choque, entre guillemets, c'est qu'il est plus facile de trouver des préservatifs gratuits que des serviettes hygiéniques gratuites. Et voilà, ça c'est vrai, mais très clairement, et depuis que tu me l'as dit, je me suis fait la réflexion, et oui, c'est vrai, pourquoi pas de distributeur de serviettes hygiéniques dans les toilettes? Enfin, ça semble plutôt évident. Ah oui, non, ici je m'arrêtais à la distribution parce que tu parlais de gratuit, mais c'est vrai que si on le met en payant, je veux dire, moi je me rappelle quand même que devant beaucoup de pharmacies, il y a des distributeurs de préservatifs. Ouais. Alors qu'on considère que c'est trop cher, pas assez, c'est un choix, mais voilà, quoi, il n'y a pas de bandes hygiéniques. Les seuls endroits où j'ai vu des bandes hygiéniques quelquefois, c'est dans des gares ou dans des aéroports. Ouais, voilà, c'est le seul endroit où j'ai vu dans les distributeurs style de bonbons, voilà, il y a des bandes hygiéniques. Et clairement, je l'ai déjà dit, mais je te rejoins par rapport au fait que je trouve que ça devrait être gratuit, ça devrait pas être payant et taxé à 6%. Il y a des petites études quand même qui ont fait des approximations de ce qu'une femme pouvait payer, pour ses règles sur toute sa vie. Donc c'est des approximations, mais quand même l'air de rien. Une étude en France qui dit qu'on dépensera environ 5 864 € sur 39 ans de règles. Et ça, c'est seulement pour les protections. Parce qu'il y a une autre étude britannique qui prend en compte toutes les autres choses, donc les tampons et les serviettes hygiéniques, mais aussi les achats de sous-vêtements pour remplacer ceux tachés, et les médicaments liés à la douleur. Et là, on est à plus de 20 000 €, on est à 23 500 €. Donc, dans les chiffres, entre 5 000 et 20 000 € pour les dépenses de santé menstruelle pour toute une vie, c'est un fameux investissement, hein, clairement. Ah ouais, c'est beaucoup, Arnaud, clairement, c'est beaucoup. Donc... Oui, je pense pour moi, je vais dire, je n'ai pas regardé ce qu'on est exactement, c'est 23 000, mais pour moi, on est encore au-dessus si on considère les soins gynécologiques. C'est ça que je préférais santé à hygiène dans ce sens-là, parce que si tu rajoutes tous les frais médicaux gynécologiques de contraception ou de volonté d'enfant avec une qui n'en a pas et tous ces soins-là, en besoin de moyenne, parce qu'on est d'accord qu'il y a des femmes qui veulent des enfants, d'autres qui n'en veulent pas et d'autres qui se contentent de ce que leur corps veut ou ne veut pas leur donner.
Mais pour moi, je ne serais pas étonné que tu me prennes 150% des 23 000. Ouais, bah oui, peut-être, effectivement. Voilà. Je sais pas si dans les 23 000, ils comptent les consultations gynéco. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà fameux, je trouve. Toi, dans ton expérience, Audrey, comment est-ce que ça se passe pour les personnes précarisées? Qu'est-ce qu'elles font au niveau du système D? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai déjà entendu? Bah, tout ce qui est papier journal, papier WC, je sors pas. Voilà, j'ai déjà entendu le je sors pas. J'ai connu personnellement le papier WC. Maintenant, voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir toujours au moins avoir le minimum de qualité. Maintenant, peut-être pas toujours en quantité suffisante. Donc, il y a le je sors pas parce que voilà, il va falloir que je m'achète un nouveau pantalon parce que j'ai pas, qui viennent à la boîte à dons. Alors là oui, il y en a qui se cachent et qui viennent prendre plus de pantalons et de jupes que prévu. Donc là on comprend que ça va devoir être changé. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le système D? Il y a je mets la tonne de papier en sachant que je vais me retrouver chez le médecin parce que ça va s'affecter. Il y a moi le je sors pas. Le problème c'est qu'on le voit pas. On ne le sait pas. Ouais. Tant que la personne ne le dit pas, voilà. Je veux dire, donc, dans les systèmes D, il y a ça, il y a le je mange moins et j'essaye d'en chipper à gauche, à droite. Je veux dire, il y a vraiment, j'ai envie de dire, laisse aller ton imagination. Ouais, dans le plus glauque, on est d'accord, mais... Voilà, et alors qu'est-ce qui fait tilt, qu'est-ce qui fait revenir? C'est l'enfant qui part et on arrive à gagner un peu plus d'argent. Voilà, c'est une copine ou quoi qui le comprend et qui aide. On est venu une fois dans un point de collecte ou dans un point de distribution et on a su en parler. Parce que j'ai envie de dire que oui, les CPS aident financièrement et ont différentes aides médicales et tout, mais je vais dire le CPS ne vient pas avec le paquet de bandes hygiéniques. Et le problème, c'est que si le CPS vient avec des sous, encore une fois, les sous ils seront utilisés à des choses jugées plus nécessaires. Voilà qu'encore ça, parce que quand on est habitué au papier WC, j'ai envie de dire, on continue au papier WC. Et il nous faut beaucoup pour comprendre qu'il faut arrêter le papier WC. Ouais, oui, pour des raisons de santé forcément, parce que risque d'infection, hein. Voilà. Et justement, l'air de rien, une autre petite statistique, Caritas Vlaanderen, donc en Flandre, a fait une étude sur justement la précarité menstruelle, et il y aurait environ une femme sur 8 entre 25 et 40 ans, je pense, si je ne m'abuse, je l'ai pas noté, qui aurait eu du mal dernièrement à s'acheter les protections menstruelles qu'elle aurait voulu. Donc l'air de rien, une femme sur 8, je trouve ça énorme, quoi. C'est vraiment beaucoup, et il y en a peut-être plus, ça je sais pas. Mais clairement, quand je vois le prix, en tout cas en magasin, c'est cher, clairement. Et est-ce que vous, j'imagine que vous militez pour la gratuité de des protections. Oui. Vous militez avec le réseau wallon de la lutte pour la pauvreté ou avec tous les organismes? On est vraiment ouvert à toutes les demandes. On va aux endroits qui le demandent, parce que voilà, on peut militer avec le milieu pharmaceutique et le milieu commercial, contre ou avec, pour ceux qui sont ouverts, on peut militer avec les milieux plus de santé. Voilà, le réseau, j'ai envie de dire, a l'avantage d'avoir peut-être pas des portes ouvertes, mais on va dire des chaises proposées autour de la table politique, ce qui en Belgique est un bel aide, mais on n'est pas cloisonné, quoi. On est pour la gratuité. J'ai pas envie de dire qui que soit qui la propose, parce que demain, si c'est l'extrême droite qui la propose, ouais. On n'ira certainement pas militer avec eux, mais je vais dire, voilà, une fois que l'endroit est ouvert, est un endroit, je sais pas comment dire, quoi, responsable,
éthique, quoi, une certaine éthique et un certain respect, il n'y a pas de problème pour qu'on aille les rejoindre. Clairement. Je reprends mon fichier. Et oui, j'avais lu aussi l'air de rien que en juin, c'est la Nouvelle-Zélande qui va rejoindre l'Écosse pour la gratuité des protections menstruelles. Je trouvais que c'était quand même pas mal. Donc que ça bouge, l'air de rien, que c'est pas mal. Donc cette question forcément, que pensez-vous de la gratuité des protections menstruelles? Je pense qu'on est d'accord pour dire que on est plutôt d'accord tous les deux. Ok. Par rapport aux protections hygiéniques, je me disais, moi j'avais plutôt une question. Comment est-ce que les femmes, justement, les femmes dans la rue, comment est-ce qu'elles font? Elles vont dans des toilettes publiques, elles prennent du papier toilette, alors c'est ça? C'est tout papier qui est trouvable, toute chute de tissu, quel que soit l'état de la chute du tissu. Et voilà, bon, maintenant, j'ai envie de dire, il y a de plus en plus quand même de systèmes d'infirmières sociales ou d'autres associations qui se baladent dans les rues. Je t'ai perdu. Ça va, voilà, je t'ai retrouvé. Oui, j'ai eu un appel, j'ai vite éjecté en espérant qu'il ne rappelle pas. Mais je dis donc, voilà quoi, c'est vraiment tous les systèmes D. Et j'ai envie de dire que le problème de la rue, c'est qu'il y a déjà des problèmes de santé annexes qui n'ont rien à voir, mais qui n'arrangent pas la chose. Et j'ai envie de dire que de ce côté-là, dans la rue, il y a toujours un manque trop criant pour moi de toilettes publiques. Ouais. Déjà. Oui, des toilettes publiques, clairement. Voilà, parce qu'il faut avoir de quoi se changer, mais d'un côté, il faut avoir de quoi un endroit où on sait déjà que les femmes dans la rue se masculinisent beaucoup parce que justement, peur d'être agressées et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour ne pas être attirante vis-à-vis des hommes, se masculinisent. Mais si en plus que les choses où elles ne savent pas se masculiniser, parce que demain, je peux avoir l'apparence d'un homme, si je ne me fais pas opérer, demain, j'aurai toujours mes menstruations. Donc voilà, donc plus de toilettes publiques déjà, même avant la gratuité, parce que voilà, ça profite à tout le monde. Mais voilà, tous les systèmes D, encore une fois, j'ai envie de dire que là, chez toi, tu peux encore avoir ton imagination et te dire, je reste chez moi, je bouge pas. Je bouge pas, je reste sur le wifi, je mets des essuies et puis je jette les essuies, mais je reste chez moi, voilà, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans la rue, tu sais pas passer à visible. Ben oui, c'est ça, je me dis quel inconfort ça doit être pour ces femmes, pour ces personnes sans domicile fixe, ça doit vraiment être compliqué. Alors on a une réaction dans le chat, Letty qui nous dit « Il paraît très naturel que la sensibilisation et l'accès gratuit à la protection menstruelle aient sa place auprès des plannings familiaux, au même titre que la contraception, mais apparemment ce n'est pas encore le cas. On peut changer les choses grâce à des personnes comme vous. » Ben écoute, merci en tout cas. Et l'air de rien, nous, on a eu des protections menstruelles tout un temps, puis ça s'est arrêté, et maintenant, l'air de rien, on a les boîtes, on a notre boîte à dons où n'importe qui peut mettre des protections menstruelles. Donc voilà, on essaye de changer ça d'ailleurs. Et elle disait aussi en Belgique, projet de disposition gratuite dans les écoles en cours. Alors ça, je l'avais pas vu. Si. C'était peut-être sur l'article de Vice. C'est Sarah Schlitz, je sais plus comment ça. Excuse-moi Sarah si tu m'entends. Oui, c'est la secrétaire d'État Sarah Schlitz, c'est juste. Voilà, c'est effectivement, donc il y a une avancée surtout pour le secondaire. Et j'ai envie de dire qu'on voit effectivement, parce que justement j'en ai parlé avec Bruxelles, qu'il y a une ouverture, et c'est vrai que moi j'ai envie de dire que dans ce que je lis et dans ce que j'entends, les ouvertures les plus fortes sont donc tout le niveau secondaire et supérieur dans l'enseignement, les plannings familiaux que moi j'adjoins toujours aux maisons médicales, dans le sens où je vais dire le côté éducation permanente et tout a souvent une ouverture quand même plus vers le social que dans les privés, et alors les CPS aussi, voilà. Ouais. Alors quand je dis CPS, j'ai envie de dire CPS
PCS, donc plan de cohésion sociale, CPS, centre public d'action sociale, et je vais dire justement, voilà, tous les services sociaux publics. Mhm. C'est les premiers, c'est les endroits où on voit souvent, à part les associations, parce qu'après, une fois qu'on quitte ces grosses structures-là, on tombe directement ou très vite dans le petit système associatif et citoyen. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas encore de logique qui se fait au niveau communauté ou fédéral ou régional pour que ce soit plus rapide, hélas. Mmh. Ouais, de fait, c'était bien dans un article de Weiss, la secrétaire d'État Sarah Schlitz, qui ajoutait que la crise sanitaire a rendu l'accès aux produits menstruels encore plus difficile. C'est vrai qu'on en avait parlé pendant un autre live. Et elle parle justement de collectifs comme Bruxelles et Belge et Culotté qui ont joué un rôle important. Donc voilà, on parle que Bruxelles a eu un plus grand subside par rapport à la précarité menstruelle, ce qui est très très bien. Et au niveau des plans d'action, il était mis que tout le travail ne peut évidemment reposer sur des associations, comme tu l'as dit, hein, on peut pas tout faire, c'est pas possible. Mais alors, ceci dit, Karine Lallieu a tout de même débloqué 200 000 € pour que le Conseil des femmes francophones et le Vrouwenraad puissent faire face à ce problème. Ces fonds serviront à la création et la publication de campagnes, mais aussi acheter des produits menstruels pour les jeunes dans des situations défavorisées. Mais voilà, j'ai toujours pas vu le projet dans les écoles, mais peut-être... Donc là c'était Schlitz et Lallieu, moi je n'ai pas encore revu, mais on suit de très près, et ça je l'enverrai, tu pourras le partager avec qui tu veux, dès qu'il y aura une liste justement d'une utilisation plus concrète du subside de la ministre Lallieu. Mmh. D'accord. Voilà, parce que voilà, les autres associations qui ont encore aidé pendant le confinement, ça a été les aides alimentaires, donc les épiceries sociales, les Saint-Vincent de Paul, Restos du Cœur, enfin Saint-Vincent de Paul et Restos du Cœur moins, mais certaines épiceries sociales, voilà, qui ont compris qu'il n'y avait pas que l'alimentaire miam miam, j'ai envie de dire. Ben oui. Voilà, mais le problème, c'est que ça repose souvent sur des épiceries, donc où il faut quand même déjà un petit coup, et encore une fois, voilà, une épicerie solidaire, quand tu arrives et que tu as 40 € à dépenser par mois, si même les bandes hygiéniques sont à des prix incroyablement bas, et là je remercie la SBL Too Good To Give de faire les prix cassés qu'ils arrivent à faire pour les épiceries sociales. Mais je veux dire, encore une fois, voilà, quoi, on te donne, voilà, tu peux utiliser 40 € et on te donne des articles à moins 50 ou moins 75%. Là, je veux dire, encore une fois, c'est pas la bande hygiénique que tu achètes en premier. Ouais. Voilà. On a une réaction encore de Letty dans le chat qui dit: dans les écoles, certaines directions sont réticentes à la mise à disposition dans les toilettes. Triste de manque de confiance en nos jeunes. Merci Maconsort, merci Letty. Coucou Letty, bonjour femme améliorée de oui. Je pense pas que je me trompe, je ne pense pas. Si elle peut faire la remarque dans le chat que c'est bien elle. Je pense que c'est elle. Et on pense justement, enfin moi je pense quand elle dit ça, à l'école où j'ai été faire justement une demande vis-à-vis, voilà, et où certaines profs étaient intéressés, et où ce sont les éducatrices et l'éducateur qui mettent à disposition des bandes hygiéniques, mais où il faut encore aller trouver l'éducatrice pour avoir une bande hygiénique. Donc voilà, où il peut y avoir, où on m'a répondu, oui, mais si on en met, les élèves risquent de jouer. Ben, je vais dire, voilà, tout le monde sait que les garçons ont souvent fait des ballons avec les préservatifs et tout, et il y a cette crainte un peu, voilà. Mais comme je l'entends moi à la boîte à dons, hein, oui, mais la boîte à dons, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des gens qui abusent et tout ça, comme on entend aussi avec la fraude des chômeurs ENCO, mais moi j'ai envie de dire, regardez le calcul qu'on fait de la fraude sociale vis-à-vis de la fraude fiscale, et regardez la nuance. Je vais dire, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de l'abus, je ne vais pas dire qu'il n'y en aura pas, je mentirai à l'avance, parce que je sais qu'il y en aura, mais est-ce que le peu d'abuseurs vaudra le coup de stopper l'action par rapport à ceux qui pourront les avoir et qui en ont réellement besoin?
Oui, clairement, je pense que c'est dérisoire, mais nous, c'est marrant, on a un peu Arnaud le dit, on a un peu le même discours avec les préservatifs, mais on se dit, mais même s'il y a des jeunes qui font des ballons avec, autant qu'ils en aient, en fait, si un jour ils en ont besoin, ben au moins ils en auront, c'est mieux qu'ils en aient trop que pas assez, hein. On a Letty qui dit oui, et Margot de Ré, au moins 3 femmes politiques qui font bouger les choses. Elle te dit également, tu ne te trompes pas, tu ne connais pas ma date d'anniversaire, donc qui est le 18 juin apparemment. Bientôt un bon anniversaire à Laetitia. En tout cas, merci de réagir dans le chat, ça fait plaisir. Et donc on avait Sarah Schlitz qui apparemment dans l'article de Vice disait qu'elle était assez d'accord d'imiter l'exemple écossais. Je trouve que ça devrait se faire effectivement, au moins dans les écoles clairement et partout si possible. Mais c'est ce que j'avais envie de répéter quand j'entends je vais dire Laetitia citer Margot de Ré et Sarah Schlitz. Bon, je vais dire, je ne dirais pas qu'en plus d'être du même parti, toutes les deux, c'est quand même, voilà, c'est grâce à des mouvements féministes qui osent de plus en plus venir dans la rue et qui ont une place de plus en plus reconnus et qui ne sont plus vus comme les méchants du MLF, comme ça a pu être en France à certains moments et en Belgique. Certainement, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur les historiques. Mais je vais dire, j'ai l'impression des fois, comme on vient, voilà, enfin, en milieu rural ou d'autres, quand on vient avec des actions plus féministes, parce que féminines au départ, je vais dire, voilà, on commence à avoir une place autour des tables et même autour des tables à côté d'hommes. Les hommes n'ont plus peur de nous comme à un moment donné, ou ne nous évitent plus, ou ne restent plus dans leur carcan macho. Vous, les méchantes, vilaines féministes. Voilà, quoi, ben oui, ou alors, je vais dire, ou à un moment donné aussi, où certains, c'était, et même les femmes le pensaient, où la politique est un travail d'homme et tout ça, donc on commence à avoir... Oui. À pouvoir prendre notre place, mais aussi à pouvoir expliquer nos problèmes. Parce que j'ai envie de dire, avant, les femmes, elles travaillaient dans des milieux masculins, ben, elles avaient qu'à se taire et à faire l'homme, et tant pis si tu dois aller aux toilettes, ben non, tu n'auras pas de toilette, tu le fais contre l'arbre comme nous, et c'est bon. Maintenant, la femme, elle a sa place. Je vais dire, tout comme l'homme commence aussi à être un peu moins ridicule quand il veut être secrétaire ou coiffeur. On est d'accord pour prendre les gros clichés, mais je veux dire, voilà. Social, et ça permet... Voilà, et ça permet de parler, je vais dire, voilà, l'homme, il est plus à l'aise quand il est coiffeur, il sent peut-être moins regarder et tout. Et la femme, quand elle est autour d'une table avec des hommes et tout, ben, elle peut dire, écoute, voilà quoi, il y a un problème féminin et elle est écoutée. On lui répond plus, rentre chez toi, t'occuper de tes gosses. Ouais, clairement, on sent qu'il y a une évolution des mentalités. J'ai toujours peur que ça régresse, hein, vu les montées, on en avait déjà parlé dans d'autres lives, mais des extrêmes droites en Europe qui coïncident souvent avec un retrait... conservatisme et donc retrait de droits fondamentaux aux femmes. On voit ce qui s'est passé en Pologne par rapport aux lois sur l'avortement qui sont devenus encore plus restrictifs. Donc voilà, oui, j'espère en tout cas que ça va pas régresser dans notre pays. J'ose espérer que non. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça ne reculera pas. Alors, j'avais un truc aussi assez intéressant, et j'y avais pas pensé, mais c'était une collègue qui m'en avait parlé. C'était de l'impact environnemental du Convention d'Istanbul, effectivement. Il y avait la Convention d'Istanbul que Laetitia dit dans le chat. C'était une convention contre la violence faite aux femmes, c'est ça? Je ne me souviens plus maintenant. Je sais pas si tu sais, toi, Audrey. Non, mais laisse ça. Letty, si tu peux mettre plus de commentaires pendant qu'on revient à l'impact environnemental. Moi, le problème de mettre l'impact environnemental, je le comprends. Hein. Il est là, il y a une utilisation, une surutilisation et tout. Maintenant, le problème, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, comment trouver des protections
menstruelle qui impacte moins tout en étant accessible. On n'est déjà pas à la gratuité de celle qui a un impact environnemental quand même présent. Comment le faire pour celle qui n'en a pas? Mais oui, c'est ça, et c'est ce que je me disais, parce que bon, les solutions alternatives, on en rediscutera plus tard, mais les solutions alternatives qui sont plus écolo, plus respectueuses de l'environnement, en fait, elles ne conviennent pas généralement aux femmes en situation de précarité. Parce que c'est plus cher, parce que si on parle de la coupe menstruelle, il faut un accès aux toilettes. Enfin voilà, c'est des fois des luxes que ne peuvent pas se payer les femmes certaines femmes en situation de précarité, dont les femmes sans domicile fixe. Mais quand même, l'air de rien, l'impact environnemental, il n'y a pas d'études là-dessus, mais il y a des estimations approximatives avec les produits fabriqués. Rien qu'en 2018, il y avait eu 5,8 milliards de tampons qui ont été achetés aux États-Unis. Et au cours de sa vie, une femme utilise entre 5 et 15 000 serviettes et tampons, dont la grande majorité finira son voyage en tant que déchet plastique et qui ne sera pas recyclé parce qu'il a une utilisation entre parenthèses médicale. Donc effectivement, il y a un impact environnemental, mais c'est vrai que c'est par le haut qui sera. Par le haut qui sera, enfin par le haut. J'ai envie de dire par le haut, par les personnes, je ne dirais pas forcément aisées, parce que pendant que tu parlais, je pensais quand même à la protection menstruelle de nos grands-mères qui maintenant ont des formes quand même plus acceptables, mais je vais dire qui existent. La protection en tissu réutilisable existe, mais moi, le calcul que je serais quand même curieuse de faire, alors non, tu ne vas pas faire une machine exprès mais je vais dire, voilà, tu vas utiliser quand même plus d'eau parce que tu vas faire plus de machines à lessiver avec. Le coût pour la faire, je vais dire, est-ce qu'il est amorti ou pas en le moment de l'utilisation, voilà, parce qu'il faut la faire quand même de qualité pour qu'elle soit réutilisée un nombre de fois qui t'a permis d'amortir l'achat du tissu. Et le coût environnemental de la composition du tissu. Donc pour moi, il viendra d'abord oui, voilà, allez, rentrons dans les stéréotypes, par les bobos, par les gens qui veulent justement une vie zéro déchet. Et puis alors après, à l'éducation permanente qui sera donnée aux femmes en précarité, mais qui ont encore une maison, voilà. Ouais. Mais il peut venir, effectivement, il doit venir par ce biais-là, parce que je pense que le flux interrompu, tout le monde ne pourra pas y arriver. Non, on en avait parlé avec une collègue et ça semblait quand même relativement compliqué. Au niveau donc il y a l'impact environnemental, donc qui est difficile à évaluer, mais voilà, on a des petites évaluations. Ça représente quand même beaucoup de déchets. Je pense notamment aux tampons avec applicateur. Au niveau du plastique, voilà, du plastique, je vais pas dire inutile, mais ça fait encore un peu plus de plastique. Alors on a Letty qui nous parle de la convention d'Istanbul. Donc Arnaud disait que c'était la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Erdogan voulait en sortir, on parlait de régression des droits. Effectivement. Oui, mais quand la femme se tait et ne dit pas qu'elle est violentée, il n'y a pas de violence. Ouais, c'est la vision de certaines cultures, hélas. Ouais, ça c'est un peu dur, et c'est vrai que pendant le confinement, parce que vu qu'on est toujours dans l'ère Covid, on a vu une augmentation des violences à l'égard des femmes. On a vu même apparaître plus de violences faites aux hommes, donc je n'ose pas imaginer autant. Ouais, clairement. Alors Arnaud, la cup, bonne alternative au niveau écologique. Alors, stricto sensu, donc au sens strict, la cup, de fait, va normalement être, je pense en tout cas, plus écologique. Mais le problème, c'est encore une fois qu'il faut être à l'aise pour mettre la cup. Moi, voilà, malheureusement, je ne suis pas une femme. Ça aurait été bien qu'une collègue soit là pour m'épauler par rapport à ça. Combien en utiliseras-tu pour trouver la bonne?
J'avoue que j'ai essayé une fois et hors de question, je vais dire, je ne suis pas, enfin, je suis nagée, donc, mais je ne suis pas Nadia Comaneci, je n'ai pas le 10e niveau en yoga pour y arriver. Donc, voilà, mais combien on achète, dois-tu en acheter déjà pour le savoir, alors que ce soit question de la mettre, de la facilité, du confort, que ce soit la taille, que ce soit la matière, bah, tu vas déjà en acheter je ne sais pas combien. Puis alors après, ben, vas-tu la garder ou ne vas pas-tu à certains moments devoir quand même l'acheter parce que ben, voilà, tu n'as rien pour la mettre et tout. Donc tu vas l'acheter, tu vas en racheter une autre. Pour moi, voilà, oui, le concept est censé être réutilisable, mais combien d'achetés sont réellement utilisés et dans les utiliser, combien le sont jusqu'à ce que la réutilisation soit efficace dans l'impact environnemental. Mais écoute, ça clairement, c'est des questions auxquelles forcément ça va être compliqué de répondre. Voilà. Idéalement, voilà, une fois que tu as trouvé la bonne et que ça te convient, il y a quand même des trucs qui ne conviennent pas nécessairement aux personnes précaires, vu que la cup, ben voilà, tu dois la changer toutes les X heures, tu dois la laver et tu dois les stériliser. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut un certain confort, il faut peut-être des toilettes au travail, voilà, il faut être à l'aise avec ça. Et donc on en revient à ça. On va pas proposer des certains cups. Services en ont proposé à perte. Ah ouais. On fait justement le fait de se dire, ben voilà, on a eu un subside, je ne sais pas si c'était un subside, mais je sais qu'ils les avaient eu gratuitement, donc est-ce que c'est une marque qui a fait un geste social ou est-ce que c'était un subside et que ça a marché, que ça a rentré dans quelque chose d'écologique? Mais je vais dire, ils ont dû se rendre compte au bout de X mois que les personnes revenaient quand même pour quand ils leur posaient la question, ben non, on est revenu au truc parce que bah comme tu le dis quoi, bah oui, je l'ai pas stérilisé la deuxième fois, j'ai été affectée, j'ai pas pour la stériliser et tout ça, donc je vais dire, pour moi encore une fois on en revient comme avec l'impact environnemental. Il faut que si ça doit venir et si ces études doivent être faites, il faut aller voir les revenus plus hauts. Ouais. Et donc ce que je disais, c'est que clairement, en tout cas, on va pas proposer des culottes menstruelles ni des cups à des personnes en situation de précarité ou des personnes sans domicile fixe, parce que ça n'aurait pas de sens forcément. Bien que je pense qu'il faut quand même avoir au long terme une vision écologique de la chose. Mais la culotte, moi j'avoue que j'en parle parce que par logique des choses, bon c'est pas des choses qu'on reçoit en don, mais j'ai envie de dire que les gens, une fois qu'ils voient que tu es ouvert sur le sujet, ils se libèrent un peu plus. La culotte menstruelle est une des solutions actuelles qui pourrait prendre de l'envergure et j'ai envie de dire encore plus les culottes menstruelles faites maison, parce que bon les culottes menstruelles acheter comme ça, bah, c'est déjà encore un certain coût, parce que je pense que moi, c'est tout de suite 30 €, hein, je pense. 25 minimum pour les plus light. Donc, si en plus tu as des problèmes, bah, c'est souvent dans les 30-40 € et il t'en faut approximativement 2 par jour. Donc voilà, avec le nombre de machines que ton budget te permet. Donc, des fois, il t'en faut quasi 10 sur ta semaine. Mais je vais dire, c'est quelque chose qui, comme je dis moi, les SDA, donc les sans domicile acceptable qu'on a dans notre région, donc les personnes qui n'ont peut-être pas d'électricité, qui ont un filet d'eau parce qu'elles vivent dans un camping et qui a un robinet qui a un filet d'eau et tout ça, et qui ont une copine. Voilà, donc chez ces gens-là, tu y arrives parce que voilà, ils aiment bien un peu, enfin, ou des fois ils aiment bien un peu coudre ou quoi, et donc ils se les font maison et tout. Je vais dire, voilà, pour moi, voilà, avec celle que tu viens de citer, c'est vraiment celle-là qui est la plus réutilisable. Et je dis bien la culotte, j'ai pas dit la serviette réutilisable. Je dis bien la culotte menstruelle. Oui, la culotte menstruelle. Donc, vite fait, vu qu'on n'en avait pas parlé, mais d'abord, il y avait Laetitia qui disait « Dans notre campagne sera aussi abordée sensibilisation à protection durable, les mentalités commencent à changer, mais toujours trop lentement. » Bah oui. Ça, clairement, pour que les mentalités changent, il faut du temps, très clairement. Elle disait en même temps, bien des futilités polluent, priorité au médical pour énergie utilisée, pollution engendrée, etc.
Et pour les culottes menstruelles, elle disait il y a beaucoup d'alternatives selon le confort voulu, le flux, tout dépend des cas, pour les cups et autres. Bah oui, oui, clairement. Après, comme le dit Audrey, il faut trouver la bonne, faut arriver à s'y tenir. Et j'imagine que c'est pas que c'est pas si simple que le jetable. Ça a quand même un certain confort aussi, hein, le jetable. Bon, faut pas l'oublier. Mais j'ai envie de dire que dans les dons, c'est ce qui est vite donné. Parce que par exemple, voilà, on aborde certaines associations d'aide, enfin, encore une fois, je reviens sur l'aide alimentaire, mais pas qu'alimentaire, mais qui ont démarré avec ça. Et le problème, c'est que quand tu as des personnes qui sont souvent des bénévoles âgés et qui comprennent qu'il faut, mais qui ne veulent pas trop en parler, ben ça se donne plus facilement. Je t'offre, entre guillemets, je te donne plus facilement un paquet de bandes hygiéniques jetables. Parce que ça, j'ai toujours connu qu'une cup, que au secours, je sais pas ce que je te donne. Et alors, inversement, dans les CPAS, quand on parle d'aide, parce que là, c'est pour donner des conseils à ceux qui sont dans le cas et qui iraient trouver leur CPS ou leur centre d'égalité des chances, ou tout endroit où ils pourraient avoir une petite aide financière. Je pense qu'hélas, c'est pas encore dans les mœurs de suivre l'utilisation de systèmes alternatifs. Donc là, je fais un appel aux travailleurs sociaux de tous bords. Informez-vous et please aidez. Ouais, clairement. Au niveau on a parlé de l'environnement, je pense que c'est important aussi, l'air de rien, de penser à la santé. Parce que l'air de rien, ça on le sait, mais dans les tampons, dans les serviettes jetables, il y a quand même pas mal de pesticides, des agents blanchissants qui sont quand même reconnus comme cancérogènes. Et ça aussi c'est un argument pour le bio, pour le réutilisable. Il y avait un article du Monde qui disait que le lindane et le quintozène sont deux pesticides dont l'usage est interdit en Europe depuis 2000. Ils sont pourtant présents là où on les attendrait le moins, dans des serviettes hygiéniques et des protège-slips commercialisés en Belgique. Et ils ne sont pas les seules substances dangereuses à se cacher dans les protections intimes. On y retrouve même du glyphosate, le célèbre herbicide de Monsanto. Et apparemment, c'est vraiment une contamination de la matière première. Donc tous les produits les plus cancérogènes, c'est moins des agents blanchissants que des pesticides qui ont été contaminés le coton dans les protections menstruelles. Et ça, je me dis, l'air de rien, que c'est quand même pas anodin de mettre de mettre des matières qui contiennent des substances cancérogènes dans ou sur ses parties intimes, quoi. L'air de rien, je serais peut-être pas nécessairement à l'aise, bien que je ne suis pas une femme. Et arrêtez de mettre celle au parfum, parfumez vos vêtements dessus, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Parce que moi, c'est quand tu as dit, c'est vraiment les premières qui me sont venues truc, la conduite, ça sent la rose et ça. Moi, je suis là. Moi, ma fille m'en a ramené par logique des choses. Elle a 12 ans et on va dire que tout ce qui est un peu gadget plaît. Et je vais dire, quand elle l'a ouvert la première et qu'elle l'a sortie, elle m'a dit, maman, j'ai jeté 3 ou 4 euros en plus, hein, pour une vingtaine. Elle avait mis le prix. Elle m'a dit, écoute, j'ose même pas. Elle les a même pas mises à la boîte à dons, elle les a achetées. Et elle m'a dit, non, mais la prochaine fois, je vais prendre 4 euros de déodorant et je vais vaporer sur mes vêtements. Donc voilà, c'est ce que je dis, quoi. Allez acheter 4 euros de déo. Oui, au lieu que de prendre des je veux dire, c'est votre vêtement qui prend le déodorant, donc je n'ai pas dit que les déodorants contenaient des meilleures substances, mais c'est votre vêtement qui le prend. Et oui, c'est ça, c'est ça, très clairement. Et on y retrouve aussi de nombreux hydrocarbures aromatiques, polycycliques apparemment, des phtalates, des dioxines, des furanes dans les tampons, autant de substances aux effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques démontrées ou considérées comme des perturbateurs endocriniens. Donc clairement, c'est aussi pour ça au planning que nous, alors on ne milite pas, enfin si, on milite quand même pour des protections hygiéniques moins dangereuses, mais voilà, il faut peut-être que les mentalités changent, que ça rentre, comme disait Letty, que ça rentre plus dans les mœurs, parce que l'air de rien, ça peut être dangereux, tout simplement, je pense. Ah, mais quand je t'écoute, j'ai presque plus envie de manger une boîte de raviolis produits blancs à même la boîte que de mettre une bande hygiénique pareille. Voilà. Même la boîte, je lèche la boîte si tu veux.
C'est vrai que ça fait beaucoup. Et il y a quelque chose, alors là, qui sont pas vraiment dans la composition elle-même des tampons et des serviettes, mais on avait beaucoup parlé du choc toxique, l'air de rien, des tampons. Donc le choc toxique, c'est très rare. C'est très rare. C'est quand une femme laisse son tampon trop longtemps, avec le sang qui reste, il peut y avoir une prolifération d'un certain type de bactéries, et ça peut au final faire une grosse infection, faire une septicémie et faire voilà un syndrome de choc toxique, un SCT qu'on appelle ça. Et on en avait beaucoup parlé parce qu'il y avait une athlète qui s'était fait amputer la jambe à cause de ça. C'était il y a quelques années, et il y a une fille aussi, je pense il y a 2 ans, une femme d'une vingtaine d'années qui est morte en Belgique, et donc on s'est encore un peu reposé la question, tiens qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, et donc je pense à mon avis que malheureusement c'est sa mort qui a aussi fait un peu bouger les mentalités, parce qu'on l'avait beaucoup médiatisé, je trouve. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, si, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, quand tu dis ça, je reviens à tout à l'heure, la différence entre ce que la boîte à dons et Femmes Milieu Rural fait et Bruxelles fait. Donc, Bruxelles ne prend encore une fois que les serviettes hygiéniques emballées individuellement. Bon, emballées individuellement, tout le monde comprend l'hygiène. Mais justement, la bande hygiénique, pour justement le fait de ne pas être dans le corps et de ne pas avoir ce risque-là, parce qu'on ne sait jamais à qui on donne et quelles sont les connaissances, les compétences, enfin je ne sais pas comment le dire, pour ne pas juger, parce que je veux dire, voilà, je ne porte pas de jugement, mais voilà, c'est à qui tu les donnes. C'est non-jugeant. Donc on a fait le choix d'accepter quand même à la boîte à dons, et quand il y avait dans certains, de les mettre de côté, mais de ne pas les jeter, donc ce qui est tampon, cup et tout ça, mais de les garder, alors soit pour un but justement d'enseignement, enfin d'éducation permanente, donc avoir des exemples de cup pour pouvoir montrer et tout ça, ou alors vraiment quand on est sûr de les donner. Alors on va dire qu'on n'en a pas encore vu, enfin de moi je n'en ai pas encore vu, des culottes menstruelles et des serviettes lavables, mais ça peut se donner en guillemets à presque n'importe qui. Mais les cups, ça, je vais dire, moi du moins, quand c'est moi, je suis très exigeante à qui on les donne. Et les tampons, par exemple, je ne les donne qu'à des adultes qui m'expliquent ce que c'est, comment ils l'utilisent, avant de le faire réellement. Je ne le donne pas, par exemple, à une ado, ou je ne le donne pas à quelqu'un que je sais avoir des difficultés X, Y ou Z, parce que, oui, tu parles du choc toxique, et je vois très bien, enfin, l'athlète, je ne la vois plus, mais la jeune fille belge, oui, mais je vais dire, avant d'en arriver à ce choc, je vais dire, tu es mieux placé, enfin, ou du moins, tu as des collègues mieux placés que moi pour parler médical, mais qu'est-ce qu'il y a comme étape, déjà, avant ça? Dans quel état retrouves-tu la partie intime de la femme après que j'imagine une journée, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que pour le choc toxique, c'est que malheureusement, ça peut aller très vite. C'est quand les femmes laissent le tampon de 6 à 8 heures, voire un peu plus. Donc ça, on dit ne jamais, par exemple en éducation permanente, ne jamais s'endormir avec son tampon, hein, clairement. Mais oui, mais ce sont des questions qu'on a, à l'air de rien, et le problème avec le choc toxique, c'est que ça peut aller tellement vite qu'on ne le sent pas nécessairement arriver. Il y a la prolifération de la bactérie, et puis ça va très vite. Justement, en fait. Toutes les autres affections, je suis pas médecin, donc je vais dire ce qu'on a eu dans les différentes formations, conférences et tout ça, c'était tout le système infectieux qui pouvait se mettre en place. Déjà, ne fût-ce qu'avec la bande hygiénique, on est d'accord que la bande hygiénique peut aussi amener, mais son extériorité, je ne sais pas comment l'appeler. Ah ouais, c'est un avantage. Le fait qu'elle soit... Enfin, voilà. Avantages et désavantages. L'affection, mais voilà, on a quand même un appareil génital qui fait qu'il faut atteindre les petites lèvres et tout, et l'intérieur, je veux dire, il y a encore des couches de peau qui protègent, une fois qu'elles sont infectées. J'ai pas dit que c'était moins douloureux d'avoir les grosses lèvres affectées que le reste de l'appareil, mais je veux dire, voilà. Tandis que le tampon, il va affecter directement l'intérieur. Ouais. C'est mal mis, quand, voilà.
Après voilà, je suis pas médecin non plus, mais je me suis un peu renseigné là-dessus. Voilà, l'air de rien, c'est pour ça, quand tu dis en éducation, quand on fait les animations puberté par exemple, donc chez des filles qui ont 10, 11, 12 ans, qui sont en 6e primaire, qui font leur visite médicale, on ne va jamais on va leur en parler, mais on ne va jamais leur faire la pub pour le tampon. En fait, on va leur parler des serviettes parce que déjà elles ne sont pas nécessairement à l'aise avec leur corps et que voilà, les serviettes ça reste extérieur et il y a moins de risques. Il y a quand même moins de risques par rapport à la santé s'il y a mauvaise utilisation, clairement. Par rapport aux alternatives, j'en avais retrouvé que moi que je connaissais pas nécessairement. Donc on a parlé de la culotte menstruelle qui a des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, toujours, c'est que généralement c'est plus écologique parce que c'est réutilisable. Alors tu me parles effectivement du nombre de machines que tu vas devoir faire en plus. C'est vrai, c'est sûr, ça utilise de l'eau. Je pense néanmoins que si tu gardes des culottes menstruelles, je pense qu'à mon avis, au niveau de l'écologie, c'est mieux que le coton, sud-américain. Je ne sais pas, j'imagine. Je ne sais pas. On est d'accord. Mais effectivement, on en a parlé également que le problème, c'est que c'est quand même réservé à des personnes qui ont des moyens, parce que 25-30 € par culotte, plus le nombre qu'il faut pour la période de règles, voilà. Il faut avoir un certain confort de vie, il faut savoir les laver, donc encore une fois, on est dans du confort de vie, dans du confort matériel, et que des personnes en précarité menstruelle ne peuvent potentiellement pas se permettre. Mais bon, voilà, c'est des alternatives qui existent, qui commencent à se répandre. J'en ai vu de plus en plus. J'ai une collègue qui en a offert à une fille de sa famille. Donc voilà, je pense que, comme disait Letty, les mentalités changent et ça c'est bien. Ça, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait effectivement des serviettes hygiéniques lavables. Qui sont un peu dans le même système que les culottes menstruelles, hein. Sauf que voilà, ce sont tout simplement des serviettes, des bandes hygiéniques lavables. Encore une fois, c'est un peu le même problème que la culotte menstruelle, hein. C'est le coût, c'est pouvoir les laver, donc c'est au final, comme tu dis, c'est un peu des solutions pour bobo, quoi. Pour des gens qui ont c'est pour des gens qui ont des moyens. Oui, maintenant, l'avantage des serviettes par rapport aux culottes, moi j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui est souvent à l'extérieur, c'est plus pratique à se trimballer, à se promener, avec des serviettes dans des pochettes qu'avec une culotte. Voilà, c'est plus discret. Ouais, qu'il faut obligatoirement changer. Arnaud disait serviette hygiénique lavable comme dans le temps. Ben oui, c'était un peu ça. Mais est-ce qu'avant c'était pas la culotte quand même? Enfin moi je sais pas, mais quand j'entends ma grand-mère parler, donc qui est née dans les années 30, je vais dire je ne vois pas beaucoup de différence avec quand j'ai mes règles et le linge de l'enfant. Tu vois ce que je veux dire quand elle me montrait comment elle la faisait, voilà, donc je veux dire moi je mettrais plutôt la culotte. Et voilà, toi c'était plutôt de tes témoignages de ta grand-mère, ça ressemblait plus à des culottes que de... On faisait réellement un emmaillotage beaucoup plus, ça que je dis. Moi la serviette, j'avoue que autant la culotte oui, autant la serviette je ne m'y suis jamais faite. Mais bon, c'est comme dans le zéro déchet, moi le papier WC jetable je n'y arrive pas. Désolée. Réutilisable, pardon, je n'y arrive pas. Mais je vais dire c'est plus discret, c'est plus petit. Donc je vais dire voilà, mais encore une fois on en revient au système aux revenus qui peuvent se permettre de tels achats, sauf effectivement que maintenant on en trouve des plus sexy et que ça ne fait plus le même effet quand on en met dans un paquet cadeau, parce que voilà, moi j'ai déjà offert à des personnes en précarité des emballages cadeaux originaux avec des bandes hygiéniques. Il reste quand même honteux ou timide que quand on offre une culotte menstruelle ou une bande hygiénique récupérable, ça fait plus soft.
Oui, c'est c'est vrai. sexy, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, ma collègue m'en avait montré. Elles sont jolies, quoi. Elles n'ont rien de. C'est pas un linge fonctionnel, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Et donc, bah oui, les avantages, moins d'irritation, moins d'allergie, bah oui, s'il est. Parce que l'air de rien, ça peut aussi, tout ce qui est tampons et serviettes hygiéniques, à cause des phtalates et des produits, des pesticides, ça peut assécher quand même. Pour les tampons, ça peut assécher le vagin, ça peut être très irritant. Donc voilà, l'air de rien, et pour les lèvres aussi, pour les lèvres extérieures, ça peut être très irritant. Donc utiliser des tissus comme ça, des tissus bio-européens, je pense que c'est aussi c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. On a parlé de la coupe menstruelle, des avantages et des inconvénients. Donc, pour vite revenir, l'avantage, il est clairement écologique, bien que voilà, il faut en trouver une, il faut être à l'aise. Elle a une durée de vie de 5 ans. Donc voilà, on a la réponse. Elles ont environ une durée de vie de 5 ans. Pour les désavantages, voilà, il faut pendant la journée, il faut pouvoir la vider, la laver, peut-être la stériliser, donc en avoir plusieurs ou un petit sac de transport. L'article dit elle peut demander un coup de main expérimenté. Ben oui, effectivement, pour plier le bord et puis le rentrer, j'imagine que ça demande quand même une dextérité, une habitude. Ça voilà, si j'avais ma collègue sous la main, elle pourrait peut-être en parler. Ou elle aurait pu faire un témoignage. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. La coupe menstruelle pour des femmes dans un milieu précarisé, ça peut être compliqué. Pour des femmes sans domicile fixe, clairement à oublier. Hein. Tu parlais de l'absence de toilettes publiques. Déjà ça. Et nous, on a une dans nos personnes qui passent et qui l'utilisent, on avoue que voilà, vu qu'on sait qu'on en a une, on lui garde celles qui sont plus ou moins dans son style, mais elle avoue elle-même que souvent, soit elle fait un petit travail en black au moment où il faut qu'elle s'en paye, ou elle se les fait offrir comme cadeau, voilà, parce que c'est des prix pas possibles et c'est quelque chose où tu peux pas jouer. J'ai envie de dire, la bande hygiénique, si tu vas la chercher à l'Aldi et que tu es allergique le jour même, tu peux aller chez Lidl, voilà, ça t'est retenu à 3 €, tu as perdu 1 €, une cup, t'as 25 €. Et comme je dis, tous les endroits où tu pourrais aller demander des aides extérieures qui pourraient aboutir à te la payer ne sont pas encore assez... Est-ce que c'est au courant, n'acceptent pas encore, sont encore dans des modèles plus vieillots d'acceptation, je ne sais pas comment le dire. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que je sais, au final, j'en parle, mais je sais pas quel prix ça fait environ une cup. Une cup, elle est pour moi, je vais dire, c'est 15 € minimum. Je veux dire, je sais pas si tu sais faire vite une recherche. Je vais aller voir ce qu'Internet me dit. Mais je pense que c'est... Ah, mais allez. Alors, ici, chez Pharmaline, enfin je fais pas de pub, hein, mais voilà, une Clary Cup taille 2 à 23 €. Voilà. Et ah oui, et ça j'avais vu aussi, c'est parce qu'il y a un magasin, apparemment un magasin bio qui partage ça. Il y a effectivement les éponges. Ah, j'allais en parler plus tard, mais les éponges de mer. Alors ça, c'est quand j'ai fait mes recherches, je savais pas du tout. Apparemment, c'est quelque chose, c'est quand même une protection hygiénique ancestrale. Bah oui, logique, hein, en fait. C'est très écolo. Donc c'est une petite éponge qu'on place au fond du vagin. On peut la découper pour l'adapter à notre corps et même en placer 2 lorsqu'on a un fluide abondant. Une fois celle-ci gorgée de sang, elle descend vers l'entrée du vagin et peut être retirée facilement. Il suffit de la rincer à l'eau froide, de la nettoyer chaque soir avec un savon au pH neutre et elle peut être réutilisée de suite. Ça me semble quand même... Ça peut sembler bien, mais il y a un gros désavantage, apparemment. Il faut nettoyer son éponge toutes les 2 heures environ, ce qui peut être assez contraignant. Donc là,
On est. Et il faut accepter d'avoir quelque chose à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Mais niveau alternative au tampon, oui, une éponge de Et mer. ça doit être un prix plus raisonnable. Ça. Bah écoute, ici, sur le site, éponge menstruelle Mensi, un lot de 3, 15 €. 15 €. Voilà. Donc, voilà. mais voilà, j'avais été très surpris en voyant ça, et effectivement, ça existe. Et je trouve que niveau alternative au tampon, ben voilà, encore une fois, il faut être confortable, il faut pouvoir potentiellement la laver toutes les 2 heures ou en changer toutes les 2 heures. Ben ouais, Arnaud dit toutes les 2 heures, ouf. Ben oui, forcément, ça représente quand même. Non, j'ai envie de dire qu'il y a des femmes qui doivent quand même, quel que soit le... Maintenant, c'est ce que je serais de me demander, c'est que celles qui doivent peut-être déjà changer une simple serviette toutes les 2 heures, est-ce qu'une éponge, ce sera pas encore pire? Peut-être, ça je saurais pas répondre. Faudrait que je cherche des témoignages, tiens. Je veux dire, je suis pas médecin, donc je ne sais pas, je vais dire presque quel moment ça arrive sur la serviette, donc je vais dire, je ne sais pas ce que le corps, enfin comment le corps le fait. Mais je veux dire, voilà quoi, oui, effectivement, toutes les 2 heures, c'est déjà le cas pour certaines, et c'est très compliqué avec une simple serviette. Ouais, mais clairement. Mais voilà, je trouvais l'alternative. On fera le flux interrompu. Ouais, le flux interrompu. On en parlera. Et effectivement, en 3, j'avais les tampons écologiques, ce qui me semble d'une évidence incroyable. Mais en fait, j'y avais même pas pensé avant de faire mes recherches. Donc, il y a des tampons, effectivement, qui sont biologiques, 100% coton, certifié GOTS. Apparemment, c'est une norme bio-européenne. Donc, il ne va pas chercher du bio en Amérique du Sud, parce que les normes bio, ben que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, ou les normes bio, ça va, ça vient, on va dire. Et donc ben voilà, il y a des alternatives aux tampons qui sont moins agressives au niveau des allergies et au niveau du pH du vagin. Alors voilà, c'est potentiellement plus écologique, mais c'est quand même, enfin voilà, c'est pas totalement zéro déchet, et il faut pas donné. Ouais, c'est ça, c'est pas donné, et il faut pas oublier que il existe toujours le syndrome du choc toxique, hein. C'est pas une question, parce qu'il y a des gens qui se disent ah mais oui, mais si j'ai ce tampon là, j'aurai pas le choc toxique. Non, le choc toxique, c'est quand on laisse trop longtemps, ça n'a rien à voir avec la qualité du tissu. Ouais, mais faut bien le préciser, quoi, l'air de rien. Voilà. Et donc, et là, la dernière, et ça c'est toi qui m'en avais parlé, le flux instinctif libre. Ça, je trouvais que c'était incroyable. Est-ce que Arnaud, à ton avis, tu sais ce qu'est le flux instinctif libre? Ah, il doit le connaître. Si t'es un homme, tu le connais déjà depuis que t'as eu la puberté. Je vais attendre de voir qui. Le flux quoi? Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es avec madame et que madame elle veut pas d'enfant? Qu'est-ce que tu fais? C'est dans ta tête et tu te dis que non. Ben, les femmes c'est la même chose. Elles peuvent se dire que non. Donc le flux instinctif libre repose sur la capacité à progressivement acquérir une conscience corporelle, permettant de sentir le sang menstruel s'écouler et contrôler les muscles de son vagin pour n'expulser le flux qu'en allant aux toilettes. En apprenant à se reconnecter à son corps, à écouter son corps, on peut se passer totalement de protection hygiénique. Bon, alors ça, je pense que c'est dans la théorie, parce que ça me semble quand même assez compliqué, hein. Oui Arnaud, donc contrôler le flux, donc ça veut dire que théoriquement, il y a des femmes qui y arrivent apparemment, donc qui sentent, qui savent quand elles ont leurs règles, qu'ils sentent, et qui arrivent avec contraction de certains muscles dont je sais pas, je suis pas médecin moi. Mais c'est où enfin, je veux dire, je ne sais pas avec quelle partie, mais c'est comme les hommes. Maintenant, moi j'ai envie de dire que je renvoie la balle des fois justement par rapport à ça aux hommes. Est-ce que vous pouvez déjà vous me prouver que vous savez vous retenir sexuellement jusqu'au bout, à tout prix, à chaque fois, tout le temps? Dès que vous voulez vous retenir, est-ce que vous y arrivez d'office? Ah ça je peux te dire que non. Voilà.
Donc moi j'ai envie de dire que si c'est juste pour aller aux toilettes, entre guillemets, oups, c'est le temps de changer, je peux le reconnaître que oui, je peux te dire qu'à certains moments, je sais qu'il faut que je change plus rapidement. Oui, tu sens que ça descend, mais de là à le retenir. Voilà. Mais me retenir comme quand tu vas aux toilettes pour faire pipi, quoi. J'arrive à me retenir, mais juste au temps où je trouve la toilette. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Pas dire pendant 5 jours, à 8h du matin, à midi et à 6h du soir, je vais avoir mes règles, donc je reste une demi-heure aux toilettes. Non. non, pas du tout. Je vais dire, voilà, et je parle autour de moi, on me dit, si de temps en temps j'y arriverai, mais je vais dire, voilà, maintenant, moi, des fois, c'est que font ces femmes-là? Est-ce que ce ne serait pas par hasard les fameuses femmes que je dis qui nous répondent, moi, je reste chez moi? Ça ne saurait pas dire. Et que tu bouges moins, tu vois, que tu forces moins, que tu oses moins bouger, parce que tu sais que si tu bouges, ça risque de se voir, ça risque de couler, et tout ce qui est plus sale, justement, dans ces cas-là possibles. Oui, là, je peux comprendre, mais c'est parce que tu bouges pas que tu les as pas. Si un homme, il reste calme devant chez lui et qu'il regarde le JT 24 heures sur 24, il aura peut-être pas non plus l'occasion il pourra se redire toute la journée, quoi, voilà. Ouais, de fait. Mais après, moi, voilà, je le présente ça un peu plus, pas nécessairement comme une blague, parce que, voilà, peut-être qu'à force d'éducation, peut-être que ça fonctionne, mais moi, en tant qu'homme, je suis un peu dubitatif. Voilà. Je ne sais pas, mais encore une fois, je ne suis qu'un homme. Ça doit être appris pour moi dans certaines conférences et tout, qui justement vont plus dans le côté, je ne dirais pas ésotérique, je ne sais pas comment le dire, dans des trucs plus méditation and co, là, des trucs plus spirituels. Voilà, et là je peux comprendre que ça fasse partie du package et qu'on dise, voilà, comme on peut te dire que tu peux rester zen 24 heures sur 24 en réfléchissant sur toi et tout, je peux le comprendre, mais arriver dans un planning familial et m'entendre dire ça, j'ai envie de dire à ce moment-là, je retourne à l'école secondaire où on m'apprend que c'est du sang, quoi. Voilà, pour moi, c'est vraiment le même rapport. Je me dirais, est-ce qu'ils font attention au public qu'ils ont en face d'eux? Écoute, je sais pas du tout. Vraiment, c'est toi qui m'as appris que ça existait. Et puis... Est-ce que le planning familial n'a pas aussi un public précarisé qui, des fois, a l'image du docteur comme étant le savant? Donc, j'ai envie de dire que... si dans un certain... Si, ouais. Après, nos médecins sont vraiment, je trouve, très, très humains, ils arrivent à recontextualiser, ils savent que les personnes qui viennent dans un planning sont justement parfois précarisées et que ça peut être compliqué pour elles. Donc, Oui, mais elles ont l'image. Non, je parle pas du tout de la compétence du médecin, c'est plus l'image de la personne précarisée. Moi, je remarque que quand elle va chez quelqu'un, que ce soit un avocat ou que ce soit un assistant social ou un médecin, quel que soit le domaine de la médecine, je vais chez quelqu'un qui sait. Oui. Si. Oui, j'imagine que c'est plus ça, effectivement, dans ce que les gens pensent, Donc, je veux dire, voilà, quoi, j'imagine qu'un médecin viendrait dire ça, précarisé, qui y croirait et qui, pendant 3 mois, essayerait et puis pleurerait toutes les larmes de son corps parce que ça aurait été pire. Voilà, quoi, non, à un moment donné. Oui. Voilà. Par rapport à ça, donc on a parlé des tampons écologiques, des culottes menstruelles, des cups, de l'aimant, oui, on a parlé de tout ça. Moi j'arrive un peu sur la fin de ce que j'avais à proposer. On a tenu une bonne heure et demie, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que Audrey, il y a des choses dont tu aurais envie de parler par rapport à la précarité menstruelle, peut-être des choses qu'on a oubliées ou un mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur? Mais moi, moi, je veux dire, voilà, vraiment, c'est voilà, que le plus de public et que les gens arrêtent justement cette honte. Je veux dire, voilà, on est réglé, on est des femmes. Quand on a notre puberté, tant pis. C'est naturel.
et on saurait pas, et qu'on arrête d'invisibiliser, parce que si on veut la gratuité, à un moment donné, il faut arrêter d'invisibiliser, il faut appeler un chat pour dire ce qu'on veut de gratuit et pourquoi on veut le gratuit. Ouais. Et que voilà, qu'à un moment donné, on l'explique et que dans les écoles, ce soit plus un tabou, que les gens osent offrir des bandes hygiéniques à une personne qui savent qu'ils n'ont pas, et alors que justement, que tous les travailleurs autour, et je dis bien tous les travailleurs, donc les politiques, les travailleurs sociaux, les médecins, tous les endroits où ils peuvent être, ouvrez-vous aussi bien au fait que certaines personnes n'y pensent pas, donc pensez-y pour elles ou avec elles au minimum. Et puis, regardez les alternatives et que les personnes qui veulent ces alternatives puissent y avoir accès. Alors, si vous avez réellement peur, apprenez-leur et suivez avec eux. Mais je veux dire, ne refusez pas directement et ne mettez pas ce tabou au nom du fait que ce serait personnel. Non, c'est pas personnel. Toute femme, toute personne qui naît femme aura ses règles, ou si elle ne les a pas au moment où elle doit les avoir, ça lui posera problème et elle aura des coûts de santé menstruelle. Merci pour ce terme. De fait. Voilà. Ben moi clairement, en tout cas j'ai passé un bon moment. C'était vraiment très chouette cet échange. J'aimerais vraiment que ben voilà que pas que la précarité menstruelle s'arrête, parce que ça fait un peu objectif, ça fait un peu objectif irréalisable, mais que voilà, déjà si en Belgique on pouvait avoir une vraie politique par rapport à ça, une politique de gratuité et de disposition dans les écoles et dans certains bâtiments publics, je trouve que ce serait vraiment génial. Que ça ferait quand même un fameux geste pour la gente féminine. Voilà, je trouve que ce serait vraiment bien qu'on suive un peu l'exemple de l'Écosse et qu'on soit un peu novateur, en tout cas en Belgique, par rapport à ça. Je trouve que ce serait vraiment hyper bien. En tout cas, par rapport à ça, nous, au planning familial d'EY, on a rejoint l'initiative de femmes en milieu rural d'Urbuy et Bruxelles et Vie Féminine aussi, hein, l'air de rien parce que j'avais oublié d'en parler, mais la SBL Vie Féminine, pour avoir une petite boîte où des femmes peuvent donner des protections menstruelles qui ne sont pas utilisées. Nous, on les remet dans des petites trousses et on les donne à des femmes ben voilà, qui en ont besoin au final. Pas nécessairement des femmes en milieu précarisé, mais des femmes qui en ont besoin, qui ont du mal à finir le mois et que voilà, n'importe qui en a besoin, on donnera. Donc vous pouvez déposer ça au planning familial d'EY. On peut déposer ça aussi au petit don de Pétillon à Barvaux-sur-Orte. Et il y a d'autres endroits qui accueillent ça pour... Tous les poids sont sur le site de Bruxelles. Ouais, c'est ça. Merci, j'allais le dire. Merci Arnaud d'avoir modéré. Merci Audrey d'avoir participé, c'était vraiment sympa. Merci Letty d'avoir suivi. Ouais, peut-être qu'on se reverra plus tard. Le live sera disponible sur notre chaîne Twitch et puis il sera en rediffusion sur notre page YouTube. Et je vous redonne rendez-vous dans un mois. Dans un mois, ce sera le mercredi quand ? Mercredi 7 juillet. On n'a pas encore d'intervenant, mais ça on verra. On doit encore discuter avec Arnaud. En tout cas, merci d'avoir suivi. Merci pour ceux qui regarderont le replay. Merci Audrey d'avoir participé. Et merci à tous les partenaires. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et je te souhaite une bonne soirée, Audrey. Également. Au revoir à